pense que la première partie va être dirigée vers le sujet de la puissance. Avant de commencer, j'ai une question. Si une femme ajuste sa parole, elle est connectée à l'astral supramental, probablement, car elle ne peut capter directement l'énergie supramentale. Est-ce ça? Est-ce ça? Non. Dans les mécanismes de l'ajustement aux énergies supramentales demandent, pour un laps de temps limité à la femme, d'être relativement près des énergies descendues par l'homme. Il faut comprendre que lorsqu'une énergie est descendue par quelqu'un, si elle n'est pas exprimée en parole ou en compréhension, elle ne peut pas nourrir l'astral supramental. Donc, si une personne proche de celui qui descend l'énergie est capable de capter l'énergie qui n'est ni dit en parole, ni conscientisée, cette énergie n'est pas astrale, elle est supramentale. Lorsque je parle, tout à l'heure, quelqu'un faisait semblant de dire une farce, et il disait, alors on commence la conférence, comme ça on va pouvoir bénéficier de tout ce que tu ne pourras pas récupérer. Alors c'est un peu vrai. C'est-à-dire que lorsque je parle, je me mets en contact avec un plan supramental, et ce que je peux intégrer, je l'intègre. Une infime partie de ce que j'intègre va être connue parce que je vais en parler. Et tout ce que je ne pourrai pas intégrer, d'autres parmi vous pourront l'intégrer s'ils n'ont pas la faculté d'être en contact avec l'énergie supramentale. C'est amusant un peu parce que ça regarde le sujet de la conférence d'aujourd'hui, la puissance. L'énergie supramentale traverse l'univers, elle est partout. Elle baigne donc la planète Terre, c'est-à-dire qu'elle baigne aussi tous les humains. Un degré particulièrement limité de cette énergie peut être intégré par un être dont le mental est suffisamment énergisé. Lorsque l'énergie est intégrée par un être suffisamment conscientisé, son taux vibratoire baisse quelque peu. Et l'énergie qui ne sera pas intégrée par l'être conscientisé sera quand même rabaissée quelque peu en énergie. Ce qui permettra à tous les autres qui ont la faculté de connaître l'énergie supramentale qu'à la condition qu'elle soit rabaissée par un ajusteur collectif. Cela veut dire que toute l'énergie qui ne sera pas assimilée par la personne sera une énergie libre, qui sera au service de n'importe qui pourra l'intégrer, l'assimiler. Évidemment, la connaissance intégrée, la connaissance résiduelle intégrée, n'aura pas l'ampleur qu'elle pourrait avoir si une personne entre directement en contact avec l'énergie supramentale. Mais elle permettra quand même à cette personne d'augmenter son taux vibratoire de façon à arriver, elle, seule, à ce contact supramental. L'être humain est comme un verre. L'énergie supramentale est comme la pluie. La pluie, c'est une chose qui couvre une surface relativement grande. Et l'être humain est un verre. Alors, les particules d'eau pénètrent le verre et lentement emplissent le verre. Chaque particule qui frappe le verre et qui est réfléchie à côté ne tombe plus comme la pluie, mais c'est le résultat de la pluie. Tous ceux qui sont à l'extérieur vont bénéficier de ce rejet d'eau.
L'énergie supramentale, différemment de la pluie, ne mouille que ce qui peut absorber l'énergie lorsque l'énergie reste pure, tandis que la pluie mouille toutes les surfaces. Pour reconstituer la pluie à partir de verres d'eau, on doit placer des verres d'eau partout où la pluie tombe. Et lorsque les verres d'eau seront travaillés en collaboration, ils pourront accumuler suffisamment d'eau pour constituer une rivière. Si des millions de verres d'eau sont collés côte à côte, certaines parties de la pluie passent à côté. La grande majorité de la pluie va être captée par les verres d'eau. Et lorsque l'on prend les verres d'eau et qu'on les verse tous ensemble, on crée une rivière, on crée un fleuve, on crée un océan. C'est-à-dire qu'on reconstitue la pluie d'une façon presque intégrale. Le parallèle entre la pluie et l'énergie supramentale pose quelques défauts, cela va de soi. Mais on peut comprendre assez facilement les interrelations entre celui qui capte, entre le verre d'eau et sa propre paroi, entre le verre d'eau qui intègre la pluie et tout ce qui, autour du verre d'eau, recevra ce que le verre d'eau rejettera. Chaque fois qu'une goutte tombe sur le verre d'eau, elle pénètre à l'intérieur ou elle va à l'extérieur. Si nous prenons comme exemple un cornet, on peut dire que l'homme, le mâle, que l'humain ressemble à un cornet. Et que la femme est présentement collée au cornet. Donc, elle est sous le cornet. Ce qui l'empêche de bénéficier de la pluie. Lorsque l'eau tombe, elle frappe le cornet et elle passe à côté. Elle frappe le cornet et elle coule sur lui, ou elle pénètre dedans. Chaque particule qui se trouve collée sur la base du cornet ne reçoit pas l'eau qui tombe en ligne droite. De ce fait, tout ce que le cornet reçoit mais ne peut intégrer coule à l'extérieur, et si la femme se tient près de l'homme, elle reçoit cette énergie qui n'a pas été astralisée par l'homme parce qu'elle n'a pas été conscientisée ni intégrée par l'homme. Dans cet exemple, le cornet donne l'impression d'être plus grand que la femme. C'est un exemple matériel pour faire comprendre. La femme n'est pas ni plus grande ni plus petite que l'homme. Certaines femmes sont plus grandes que certains hommes sont plus grands que certaines femmes. La chose qu'il faut comprendre surtout, c'est que lorsque la femme a goûté à l'énergie supramentale, elle n'a plus besoin de la relation qu'elle devrait vivre avec l'homme si elle n'y a pas goûté. De même, la femme pousse l'homme à goûter à l'énergie supramentale. Mais l'homme y goûtera avant la femme. L'homme, on parle collectivement. Est-ce que cela veut dire qu'une femme se doit de connaître un homme qui connaît l'énergie supramentale pour pouvoir y goûter? Non. Cela veut dire qu'humainement, l'homme y goûte avant la femme. Ça ne vous concerne plus. Parce qu'effectivement, l'homme y a goûté avant la femme. On a eu des maîtres masculins plus que féminins, et les premiers orateurs de la nouvelle conscience libres ont été des hommes. On peut parler de mère, qui, au contact de Robin d'eau, a pu parler de la conscience nouvelle. Aujourd'hui, la majorité des femmes pourront accéder seules à ce contact supramental. Sachez que le contact supramental sera drôlement plus facile et drôlement plus accéléré lorsqu'un homme et une femme, main dans la main, toucheront à cette énergie. Le couple va donc revêtir une importance capitale dans l'ère nouvelle pour faciliter l'intégration planétaire des énergies supramentales. Tant que l'homme erre seul, de la difficulté se
présente devant lui. Et tant que la femme erre seule, les mêmes phénomènes vont se présenter. Il va de soi que le couple devra être un couple nouveau, c'est-à-dire qu'il devra être constitué d'une femme et d'un homme nouveau. Ceux qui présentement vivent le couple, l'homme nouveau, femme ancienne, femme nouvelle, homme ancien, vivent cet état de choses pour apprendre à connaître l'homme, la femme, pour apprendre à connaître l'humain. Ils vivent cet état de choses pour apprendre à connaître l'humain. Parce que lorsque l'homme conscientisé connaît l'humain, il connaît tous les mécanismes qui vont lui permettre de se désassujettir de la race humaine, c'est-à-dire de l'être manipulé. Alors on ne peut ni divorcer facilement, ni se marier facilement. Les quelques années qui viennent vont permettre l'ajustement de la majorité d'entre vous. Ce que l'homme doit comprendre, ce sont les mécanismes qui permettent à la limitation humaine, à l'être humain conventionnel, à vous tous, de pouvoir bénéficier de la totalité des énergies supramentales, même si vous n'y êtes pas reliés. La compréhension de ce mécanisme va créer de la puissance. Et cette puissance pourra servir l'énergie mentale qui vous habite. Mais elle ne pourra hélas jamais servir l'énergie psychologique qui vous habite. C'est-à-dire qu'il existe un moyen de constituer un bassin d'énergie qui pourra servir l'écologie mentale de l'homme nouveau, mais qui ne pourra jamais servir le désir égoïque de l'homme. Je parlais du couple nouveau comme étant, disons, une possibilité d'un meilleur travail vers l'énergie supramentale. Si j'entends par couple-groupe, un plus grand groupe d'hommes nouveaux, donnerait-tu un meilleur résultat ou donnerait le même résultat? C'est un rusé. Les personnes qui présentement vivent une vie de couple, qui paraît quelque peu difficile, mais dont les deux personnes tendent à la conscientisation, devront premièrement s'ajuster entre eux, ce qui nécessite l'agenouillement des deux égaux face au mental. Cela veut dire que l'expérience de la vie familiale telle que conçue et vécue par l'ère piscéenne doivent totalement mourir à l'intérieur des deux consciences nouvelles qui constituent le couple. Cela veut dire que l'homme ne peut demander à la femme qu'elle agisse comme la femme de l'ère ancienne. Cela veut dire que la femme ne peut demander à l'homme qu'il agisse comme l'homme de l'ère ancienne. Cela veut dire qu'on ne peut constituer une famille à partir des critères élaborés dans l'ère ancienne. Cela veut dire que le rôle du père, que le rôle de la mère et que la fonction des enfants ne seront plus les mêmes. Et tant que cela ne sera pas intégré par le mental du couple, ils vivront une friction. On peut constater dans la majorité des couples que lorsque l'un des deux est en osement, en augmentation d'énergie, l'autre est en rabais. Et lorsque celui qui est en rabais monte son taux d'énergie, l'autre baisse. Parce qu'il existe un échange commun d'énergie créé par le concept antique du couple, où l'autre est là pour aider le premier. Ce qui fait que mon énergie, je la transfuse chez ma femme de façon à ce qu'elle monte en énergie. Perdant mon propre énergie, moi je tombe. Lorsque je suis suffisamment bas, ma femme se penche sur moi et me donne un coup de main. Elle me redonne l'énergie. Alors je remonte pendant qu'elle retombe.
Rares sont les couples suffisamment harmonisés pour être tous les deux dans le trou en même temps et tous les deux en haut en même temps. Et le problème, lorsqu'ils sont tous les deux dans le trou en même temps, ils divorcent. Le nouveau couple, le couple nouveau, doit être constitué de deux êtres humains qui ne dépendent pas en aucun temps et d'aucune façon l'un de l'autre. De façon à laisser l'énergie de l'autre l'énergiser l'autre. Il n'y a presque pas de compromis, pour ne pas dire il n'y a pas de compromis qui doivent être faits entre les deux constituants du couple afin de créer le couple. Cela est difficilement compréhensible par la psychologie éduquée par le concept du couple, de la famille, de l'Antiquité, ou des temps anciens, ou des temps modernes pour l'homme ancien. Lorsque vous avez un compromis à faire, s'il n'est pas régi par l'intelligence de votre mental, vous pouvez être sûr que vous perdez en énergie et que vous vous faites avoir en tant qu'être individuel et authentique. Lorsque vous avez une énergie particulière qui vous demande quelque chose de particulier et que vous devez vous limiter à la demande de l'autre, le conflit s'installe. Je dis bien que cela doit être régi par votre intelligence mentale. L'écologie du couple commence où? Est-ce que l'écologie du couple commence dans le couple ou si l'écologie du couple commence à l'extérieur du couple? Est-ce que l'écologie du couple commence à l'intérieur de chacun des individus? Où commence l'écologie de la famille? Où commence l'écologie du couple? C'est le même phénomène si on se demande où commence l'écologie d'un groupe. Si les deux entités règlent leurs expressions en fonction d'une écologie apparente à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur du couple, le couple risque d'être détruit. L'écologie du couple se doit de commencer dans l'individualisation de chacun des éléments du couple. Il en est ainsi pour la famille. L'enfant ne doit pas faire quelque chose pour créer un cadre heureux dans la famille. L'enfant doit être heureux. La mère doit être heureuse et le père doit être heureux. Et là, on aura un cadre écologique de bonheur dans la famille. Mais si les trois doivent se plier à des contraintes de façon à susciter le bonheur dans la famille, ils ne l'obtiendront jamais qu'en apparence. Et ils devront l'entretenir. Lorsque deux personnes s'accouplent, je ne parle pas lorsque deux personnes se couchent. Lorsque deux personnes constituent un couple, ils s'accouplent. Lorsque deux personnes s'accouplent, c'est que les deux énergies individuelles ont des affinités ensemble. C'est pour cela qu'ils s'accouplent. Et ils ne doivent pas perdre ce qui les a accouplés par le fait qu'ils sont accouplés. Je donne un exemple antique, terre à terre. Ce sera à vous de faire la transposition au niveau énergétique. Mais lorsqu'une personne fait du sport, du tennis, de la natation, un homme par exemple, et que la femme l'adore parce qu'il est bien constitué physiquement, parce qu'il est rassurant, parce que c'est un vrai homme, un mâle, bâti, puissant, et que la femme, elle, se minouche, se barbouille la face, s'arrange convenablement, porte un corset, s'amincit, cuisine bien, fait le lit, et masse le bonhomme, alors le bonhomme décide de s'accoupler et la femme décide de s'accoupler. S'accouplant, ils ont besoin l'un de l'autre. Je parle des contextes anciens, mais faites la relation avec les contextes nouveaux. Alors automatiquement, la femme découvre la sécurité qu'elle a dans les bras de son homme.
Alors, il ne voudra plus que l'homme sorte pour jouer au tennis, faire de la natation et se tenir en forme. Parce que lorsque l'homme est dehors, la femme est seule chez elle. Lorsque l'homme rentre, il veut coucher avec la femme. Il veut qu'elle lui fasse la cuisine. Il veut qu'elle le masse. Et lentement, l'homme athlète devient feluette. Parce qu'il ne peut plus sortir, c'est la chicane. Alors il se plie au couple. La femme, qui s'arrangeait, n'a plus le temps. Elle s'occupe de son bonhomme. Alors elle change, elle aussi. Et après un laps de temps, la femme et l'homme ne peuvent plus rester ensemble. Alors il crée le couple, il crée le foyer, il s'organise de façon à s'obliger à être ensemble. Il crée des enfants, il crée un contrat, mariage, il crée différents mécanismes pour obliger le couple à rester intégral. Énergétiquement, c'est le même phénomène qui va se passer. La question qu'un couple peut se poser, la question dramatique du couple, question que jamais ne se pose. Lorsque ceux qui ici sont en couple, tous ceux qui sont en couple, que le couple soit ici ou non, lorsque vous vous êtes connus, des critères énergétiques particuliers ont fait que vous vous êtes accouplés. Si vous auriez la faculté de perdre votre mémoire, vous oublieriez automatiquement qui est votre concubin ou concubine, avec qui vous restez, avec qui vous êtes marié. Oubliez ça. Sortez dehors, promenez-vous et rencontrez-le à nouveau. Allez-vous vous accoupler avec. Ce que je veux dire, c'est qu'à 20 ans, un homme et une femme se rencontrent, ils tombent en amour, ils vivent ensemble. Si à 30 ans, ils oublient qu'ils se sont connus, et à 30 ans, ils se rencontrent, vont-ils tomber en amour ensemble? Est-ce que les critères d'attraction énergétique sont toujours présents, ou s'ils ont été détruits par le temps? Le couple nouveau va être fonctionnel lorsque l'homme, les critères de l'homme qui font que la femme s'attire, ne sont pas détruits par la femme qui s'y rapproche. Et lorsque les critères de la femme, les critères qui attirent l'homme, ne seront pas détruits par l'homme qui s'y accole. Lorsque les deux, même accouplés, restent individuels, le couple est parti pour la vie. Lorsque l'enfant peut être dans son énergie, lorsque l'enfant ne doit pas se plier aux contraintes du couple pour entretenir le couple. Ça, c'est un accouplement illusoire, c'est une famille fausse. Alors l'enfant va être qui dans le foyer? Ceci ne peut pas être applicable immédiatement par la majorité d'entre vous parce que c'est intellectuellement peut-être compris, mais ce n'est pas intégré. De quelle façon ajuster les mécanismes? On va y revenir. On va y revenir de différentes façons et ça va dépendre de vous pour y revenir. Parce que les prochaines conférences du mois vont être encore une fois précédées d'un brunch, sauf qu'au lieu d'organiser des activités comme on a connu ces 2 derniers mois, on va organiser des tables de travail de façon à ce que vous puissiez arriver à répondre à des problèmes que vous vivez et à élucider des problèmes au niveau de la conscientisation. On vous expliquera ça plus tard. L'organisation de la puissance chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant se fait d'une seule manière. Lorsque le verre est plein, il est plein que de ce qu'il a pu contenir. Lorsque l'homme, lorsque la femme entre en contact avec l'énergie supramentale d'une façon indirecte, elle ne peut avoir conscience que de ce qu'elle a pu intégrer. Si l'homme a besoin de 100% d'une connaissance, appelons l'énergie supramentale connaissance pour l'instant. Si l'homme a besoin
à 100% d'une connaissance pour pouvoir parfaire sa conscientisation et pour pouvoir faciliter celle-ci, il devra s'arranger pour devenir un verre suffisamment grand pour ramasser toute la pluie. Lorsque l'homme est un verre suffisamment grand pour ramasser toute la pluie, il est en contact direct avec l'énergie supramentale et il a la décence de s'y constituer un corps de façon à vivre dedans. En attendant, l'homme ne peut pas agrandir son champ de conscience, agrandir son verre, de façon à prendre 100% de cette connaissance. Mais il y a un moyen à la disposition de chacun d'entre vous pour que vous puissiez, malgré la limitation temporaire de votre conscience, d'arriver à pouvoir utiliser 100% de cette connaissance. Mais cette connaissance n'a pas le privilège de venir flatter l'ego. Cette connaissance n'a pas le privilège d'être conscientisée de façon à servir de connaissance pour l'ego. Cette connaissance, elle ne peut transparaître que sous forme d'efficacité chez l'homme. Et cette efficacité, c'est la puissance. Lorsque l'homme est efficace, l'homme est puissant. Lorsque l'homme est inefficace, l'homme est impuissant. J'aimerais que vous compreniez clairement les mécanismes qui peuvent vous permettre d'accumuler suffisamment de puissance pour exprimer l'efficacité. Cela demande un effacement de l'ego et une augmentation de la compréhension de l'écologie. L'ego veut la puissance. L'ego n'aura jamais la puissance. Mais l'homme, la femme peuvent avoir la puissance. Mais l'ego la veut. Tant que l'ego est là, la puissance ne peut pas venir. Et il y a des mécanismes humains qui obligent l'ego humain à entrevoir les mécanismes de limitation de la puissance lorsqu'il est là. C'est-à-dire que si l'homme veut devenir puissant, il doit payer le prix. Qui devra payer le prix? L'ego. Dans l'Antiquité, ce mécanisme égoïque a été suffisamment ajusté pour que l'homme soit puissant et pour que l'ego puisse en jouir. La nation, l'homme, la collectivité, la ville, la cité, la religion, accumule de la puissance, elle accumule de la puissance, et soudainement, elle prend conscience de sa puissance. Elle n'en accumule plus, elle en gaspille. Mais l'ego peut jouir de la puissance. Lorsque l'ego a suffisamment joui de la puissance et qu'il a tout perdu la puissance, l'ego disparaît pour que l'homme recommence à accumuler de la puissance. C'est le processus qui a animé l'évolution de l'homme, individuel, collectif, national ou planétaire depuis le début des temps. Accumulation d'énergie, jouissance dans l'accumulation. Accumulation d'énergie, jouissance dans l'accumulation. Vous voulez de la puissance, votre ego doit disparaître. Et lorsque vous aurez la puissance, l'ego devra rester dans le fond. Parce que si l'ego remonte à la surface pour en jouir, cette puissance sera dissipée d'une façon aussi rapide et aussi grandiose que sera la jouissance de l'ego. Des contraintes physiques, temporelles et matérielles vont vous obliger à instruire votre ego si vous voulez cette puissance. Cette puissance n'est pas une puissance sur les autres. Je répète que cette puissance amène à l'homme l'efficacité. Et l'efficacité, synonyme expressif de l'écologie, amène donc à l'homme la facilité d'évolution. En 1986, le privilège de ceux qui se conscientisent sera l'épuisement, la fatigue monstre
et la maladie évolutive. Il est observé au traitement de ces mécanismes. Mais l'homme, la femme, doit entreprendre un travail immédiatement pour éviter un enfoncement trop massif, trop douloureux dans ce que j'ai déjà appelé l'état de martyr supramental. On en connaît déjà, on en connaît assez. Il y a des moyens de faciliter l'évolution, mais ces moyens sont à la portée, non pas de chaque individu, mais, hélas, de tous. Cela veut dire que seul l'homme n'a pas ce moyen, mais qu'en groupe, l'homme a ce moyen. Le 100% de la connaissance ne peut être contenu dans un verre si le verre est trop petit. Si la conscience d'intégralisation de votre être-té est limitée, vous ne pourrez pas recevoir 100% de cette puissance. Et 100% de cette puissance est nécessaire pour que vous arriviez à passer facilement l'étape de la conscientisation. C'est-à-dire pour arriver à intégrer une facilité. Et savez-vous où elle commence, cette facilité? Elle ne commence pas dans la tête. Elle ne commence pas dans les jouissances égoïques. Elle ne commence pas dans l'ablation de la peur. Elle commence dans la gestion de la matière. Elle commence dans l'expression gestionnaire de la matière. Elle commence là. Et l'homme doit tout mettre en œuvre pour commencer à se faciliter la tâche au niveau matériel. La matière est ce qui limite le plus l'homme. Vous pouvez réfléchir selon votre cortex. Vous pouvez réfléchir selon votre cerveau. Vous avez un contrôle plus ou moins réussi de vos émotions selon votre système endocrinien. Vous avez une fatigue biologique, une difficulté plus ou moins grande de récupérer selon votre corps vital. Vous avez une difficulté plus ou moins grande à faire capituler vos désirs et vos émotions non écologiques selon votre évolution astrale. Et vous avez une difficulté plus ou moins grande à intégrer mentalement des mécanismes selon votre évolution mentale. Cela veut dire que le mental ne change rien au mental. L'astral, vous le savez, ne change rien à l'astral. Ce n'est pas parce que psychologiquement vous connaissez un problème que le problème est réglé. Le plan vital ne change rien au plan vital. On peut piquer avec des aiguilles, faire de l'acupuncture humaine ou planétaire, et on ne règle ni les maladies ni les tremblements de terre. On règle temporairement. On transpose dans le temps. Ça commence dans le plan physique, dans la matière. Et si votre corps est malade, vous ne pourrez pas conscientiser les autres plans. Parce que l'énergie hautement vibratoire des autres plans devra descendre dans la matière pour guérir le corps, bloquant votre évolution. L'efficacité de la puissance doit commencer son expression dans le plan matériel. Il ne peut commencer nulle part ailleurs. Cela veut dire que l'homme ne doit plus être pauvre. Cela veut dire que l'homme ne doit plus connaître de limitations absurdes face à la matière, à son pouvoir de contrôler la matière. De limitations absurdes, parce que l'imitation écologique, elle est correcte. Elle instruit l'homme. Vous devez vous instruire. De quelle façon pouvez-vous
régler les problèmes reliés à la matière, à l'argent, aux biens matériels. Vous ne pouvez pas prendre de vacances, vous ne réglerez pas votre fatigue vitale ni psychologique. Vous ne pouvez pas vous instruire quelque part, vous ne réglerez aucun problème non plus. Vous prenez combien de pourcents d'énergie pour arriver matériellement? Combien de temps énergétique est absorbé? Combien? Combien de temps énergétique est absorbé par le travail de façon à assumer une espèce de contrôle sur la matière, de façon à vous permettre une liberté. Celui qui travaille 22 heures par jour n'a aucune liberté d'évolution. Celui qui travaille 3 heures par jour, s'il est régi par son énergie mentale, a énormément de possibilités d'évolution. Il y a un travail à faire et l'homme doit commencer par entretenir, cela va de soi, son corps physique, c'est la matière. Il doit aussi s'arranger pour orchestrer la matérialité de son évolution. Si une personne considère que la matière est inutile, elle peut aussi considérer que l'évolution est inutile. Et si une personne considère que la matière est inutile parce qu'elle évolue quand même, qu'elle sache qu'elle évolue dans les plans astraux, où on lui fait croire que tout va bien. Elle apprendra dans le temps qu'elle s'est trompée. On peut regarder l'exemple des religions et des spiritualités qui disent que le pauvre ira au ciel tandis que le riche n'entrera pas. Et ces religions et ces sectes sont de grands pouvoirs financiers sur le plan planétaire. Si on a le privilège de contrôler la matière, on a le privilège de contrôler l'évolution. Les religions l'ont su. Contrôlant la matière, ils ont contrôlé l'évolution des peuples. Qu'est-ce qui sert de limitation à l'homme? Qu'est-ce qui vous sert de limitation? Du jour au lendemain, je prends possession de tout ce qui existe comme alimentation à l'échelle du Québec. Je vous tiens. Et si je dis que vous devez respirer convenablement et je vous donne à manger, vous allez respirer convenablement. Et si je dis que si vous faites telle chose ou telle chose, je vous donne à manger, vous allez le faire. Mais si je contrôle la part psychologique chez l'homme, je ne contrôle pas l'évolution. Cela ne veut pas dire que je dois prendre la nourriture pour contrôler l'évolution de l'humain. Non. Cela fait juste prendre conscience que lorsque vous allez contrôler votre propre matière, vous allez aussi contrôler votre propre évolution. C'est cela que ça veut dire. Votre frigidaire est plein, tout est correct. Vous avez de la nourriture, il fait chaud chez vous, vous avez des vêtements, vous avez la possibilité de voyager, vous n'avez aucune crainte matérielle, vous n'avez pas rempli des silos de nourriture. Mais n'importe quand, vous pouvez remplir votre frigidaire. Alors, en partant, vous avez déjà une mainmise sur votre évolution. Sauf si l'insécurité vous fourmille encore, et automatiquement, cela va exprimer le fait que vous n'avez pas le contrôle de la matière. Êtes-vous limité dans le voyagement? Êtes-vous limité dans le voyagement planétaire? Êtes-vous limité dans l'instruction? Êtes-vous limité dans le temps? Vous n'avez pas le contrôle de votre évolution. La limitation dans le temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est de l'espace, et le temps, c'est la probabilité d'existence de cet espace. Le fusionnement du temps crée une énergie. Et c'est cette énergie que l'homme n'a pas. Et cette énergie, elle est matérialisée par la puissance sur la matière. Lorsque l'homme a la puissance sur la matière, l'homme a le temps. Et cette puissance sur la matière
elle est véhiculable par l'homme. Mais l'homme seul n'arrive pas à posséder cette puissance sur la matière. L'homme seul peut la régir à un moment donné, lorsque tous ceux qui l'ont constituée la remettent entre ses mains, mais il ne la constituera pas seul. Et cette puissance sur le temps, c'est la possibilité d'échanger l'énergie. La possibilité d'échanger l'énergie, c'est du temps. Le temps, c'est la liberté. La liberté, c'est le contrôle de son évolution. De quelle façon pouvons-nous échanger l'énergie? De plusieurs façons. Et la façon la plus intelligente est de prendre une énergie condensée, supérieure à ce que l'on doit échanger. Et cette énergie condensée, si on travaille avec, elle donnera un résultat beaucoup plus grand lorsqu'elle aura été divisée. Je veux dire que vous allez dans un magasin d'alimentation et que vous achetez une canette de jus concentré. Et cette canette de jus concentré, si vous travaillez avec cela, vous pouvez en remplir la valise de votre auto. Et lorsque vous allez en faire du jus, vous allez pouvoir remplir un camion. Mais si vous travaillez avec les bouteilles de jus, vous allez remplir votre valise d'auto, mais vous ne pourrez rien faire de plus. L'énergie que vous mettez à transporter des sacs de canettes de jus concentré est moindre pour le résultat que si vous trimballez des bouteilles de jus non concentré. Cela veut dire que pour avoir la puissance du temps, il faut travailler avec une énergie qui est concentrée et qui donnera un résultat dilué. Mais si on travaille avec une énergie diluée, on aura un résultat équivalent, donc il faudra mettre le temps du résultat. Cela veut dire que vous n'aurez jamais le temps. Cette énergie, du transfert d'énergie, elle est matérialisée par l'homme sous terme argent. De l'argent, c'est du temps. C'est un dicton d'affaires, c'est un dicton ésotérique, c'est un dicton intelligent. Maintenant, comment faire pour travailler là où c'est concentré pour avoir